Michael de Saint-Chéron, merci d'être avec nous dans cette maison de la rue de Solferino pour un entretien autour d'André Malraux, dont vous êtes un des meilleurs spécialistes. Vous venez de publier chez Gallimard un formidable livre intitulé Malraux et le Bangladesh, qui est une période assez peu connue et on peut dire oubliée, j'allais dire du dernier Malraux, parce qu'il y a un dernier Malraux à partir du départ du gouvernement du général de Gaulle en 69, qui est une période très intéressante de sa vie, qui est marquée par la maladie qui gagne, il faut bien le dire, les deuils, encore un deuil en 70 qui est celui de Louise de Villemorin, 69, excusez-moi, 70 de Gaulle. Et 70 de Gaulle, donc une période marquée par des deuils qui l'affectent profondément, une intense activité créatrice, puisqu'il publie beaucoup, Les chaînes qu'on abat, Lazare, L'homme précaire et la littérature qui paraîtra post-mortem et qu'il écrit à ce moment-là, hôte de passage, et il met le tout dans le deuxième volume des anti-mémoires, enfin, Miroir des limbes, qui s'appelle La corde et les souris, qui paraît en folio en 75 chez Gallimard, si je me souviens bien, et puis la fin de ses écrits sur l'art, avec 3 forts volumes chez Gallimard, et enfin les voyages, parce qu'il y a la cause bengalaise qui l'anime, il y a ce dernier voyage en Haïti, il y a quelques grands discours, je pense notamment à celui de l'inauguration à Glières, en Haute-Savoie, du monument à la résistance de Givoli, et je pense aussi à son discours devant la cathédrale de Chartres pour les déportés de Ravensbrück. Donc nous avons 6 ans de cette vie, et dans ce dernier Malraux, il y a cette affaire du Bangladesh. Alors pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. C'est vrai que ça a été une période particulièrement créatrice, peut-être avec ses années de jeunesse, la plus créatrice de sa vie finalement, puisqu'il a mis un peu sous le boisseau entre 58 et 65 l'écriture, et qu'il a repris l'écriture à partir de 65, et qu'en quittant le gouvernement, c'est vrai qu'il n'a pas arrêté d'écrire pendant 6-7 ans d'une manière continuelle. Donc 71, oui, c'est une histoire un peu abracadabrante, tout à fait originale dans sa vie, à quelque chose à quoi il ne s'attendait certainement pas. Et donc il y a la fameuse histoire des législatives au Bengale oriental, qui était donc une dépendance, enfin qui était la deuxième, disons la partie orientale du Pakistan, puisqu'il y avait le Grand Pakistan qui a été fondé en 1947 au moment de la partition indienne. Donc il y avait le parti qu'on appelait le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui était en réalité le Bengale oriental, l'actuel Bangladesh. Et capitale Dhaka. Capitale Dhaka, et deuxième grande ville, Chittagong, qui avait même été jumelée à Bordeaux du temps de Chaban-Delmas, et Malraux avait fait fort de resserrer les liens entre Chittagong et Bordeaux, donc dans les années 72, 73, 74. Donc les élections législatives libres donnent vainqueur Mujibur Rahman, qui était le père du Bengale libre, mais qui avait déjà préconisé l'indépendance de son pays, non pas du tout en 70, mais en 47, au moment donc, de la partition. Donc il avait ça en vue et il a été élu, donc il est devenu vainqueur aux élections législatives, et le lendemain ou dans la nuit même, il a été mis en prison par l'armée pakistanaise, évidemment. Malraux n'entend parler de rien, enfin bref, tout ça est de fort loin, et il a bien d'autres chats fouettés, si je peux dire. Et il se trouve qu'en plein été, au mois d'août, il reçoit un premier mail de l'un de ses... Un mail, non, un courrier. Un courrier, oui, tout à fait. Un telex. Merci de m'avoir repris, de l'un de ses grands amis indiens des années Nehru,
qui lui dit, qui s'appelait Narayan, et qui lui dit une conférence internationale se prépare à Delhi pour le sort du Bangladesh, et nous faisons appel aux grands intellectuels d'Occident, et vous êtes évidemment tout indiqué. Et alors, donc voilà, tout commence là, il répond à la fois à Narayan, et la lettre de Narayan est retransmise par l'ambassadeur de l'Inde à Paris, et il répond à l'un et à l'autre, cette chose tout de même tout à fait étonnante. N'interviendront pour le Bangladesh que les intellectuels qui sont prêts à s'engager. On peut comprendre, donc pas moi. Et il ajoute à l'ambassadeur, puisque je reproduis la lettre dans mon livre, mais il n'y a pas tant d'intellectuels que ceux-là qui ont l'expérience des armes que j'ai, et je me propose donc il avait à peu près 70 ans, en 71, il avait pas loin de 70 ans. Et déjà très affaibli. Et déjà, oui, c'est une période vraiment assez catastrophique, alors qu'après son hospitalisation à la Salpêtrière, il ressort regaillardi et rajeuni. Quand il va au Bangladesh en 73, c'est un homme qui paraît 5-6 ans de moins que son âge. Mais là, en 71-72, il est en très mauvaise santé. Et donc, il écrit à cet ambassadeur qui devait être totalement abasourdi de voir ce vieil écrivain, parce qu'à l'époque, 70 ans, oui, ça faisait... C'est 80 ans maintenant. Oui. C'est 80 ans maintenant, voire davantage. Et il y a une note où il préconise la création d'une école de guerre. Oui. C'est incroyable. Absolument. Oui. Absolument. Et donc, l'ambassadeur de l'Inde à Paris envoie un téléx en Inde à son ministère de tutelle, et le lendemain, l'AFP indienne, qui s'appelle je ne sais comment, publie dans tout, partout, l'écrivain André Malraux est prêt à se battre pour le Bangladesh. Donc la chose pourrait s'arrêter là, mais ça ne s'arrête pas du tout là, et ça ne fait que commencer, exactement. Et quelques mois après, un jour, il est en tête-à-tête avec Sophie Dumorin, donc la nièce de Louise, Sophie avec qui il a partagé les 4-5 dernières années de sa vie, et elle le voit très embarrassé. Et elle lui dit « Mais qu'avez-vous, André ?» Et il lui dit je ne sais plus comment m'en dépatouiller, je ne sais plus comment faire, parce que là, dans la presse indienne, tout le monde dit que je suis prêt à aller me battre pour le Bangladesh. Et elle, totalement effarée, lui dit « Mais comment comptez-vous régler l'affaire ?» Et il dit « Je ne sais pas. » Et donc après, on est à peu près à la fin de l'été, et il lui dit, pas immédiatement, mais quelques jours après, si on faisait une croisière. Et donc ils partent en croisière en Grèce, donc en septembre 71. Au lieu de s'occuper du Bangladesh, ils partent carrément en croisière, ils n'avaient rien de lui à faire à l'époque. Et donc pendant tout le voyage, il ne parle pas une seconde du Bangladesh, il a totalement oublié ça. Sauf que quand le bateau arrive dans le grand port de Nice, il y a toute une flopée de journalistes qui sont là et qui l'interrogent, monsieur le ministre, alors que comptez-vous faire pour l'histoire du Bengale oriental? Et donc les choses ont repris finalement à ce moment-là toute leur force. Et il faut dire qu'entre août et septembre, toute la grande presse, mais internationale, pas uniquement Le Monde, Le Figaro, mais la presse indienne, même la presse allemande, la presse suisse, même en Amérique latine, il y a eu plusieurs de ses amis qui l'avaient connu au moment de la guerre d'Espagne, qui publiaient des placards entiers, le vieil écrivain ou André Malraux, l'ancien ministre de Gaulle, est prêt à se battre pour le Bengale oriental. Donc tout ça, c'est quand même assez extraordinaire, assez suffocant. Et dans le même temps, en France, des intellectuels, donc Régis Debray, bien sûr, mais le fameux Bernard-Henri Lévy, qui considère que cet appel du Bangladesh a été finalement le moment fondateur de sa vie. C'est ce qu'il m'a dit encore au téléphone au moment où il avait lu les épreuves de mon livre. Et donc pour lui, c'est un moment absolument exceptionnel que ni un Aragon, ni un Sartre, ni aucun des grands intellectuels français n'était capable ni en mesure de faire. Cet appel de Malraux d'aller se battre à 70 ans. Et d'ailleurs, ni Sartre ni Aragon ne se sont moqués de Malraux à ce moment-là, alors qu'ils auraient très bien pu se moquer, mais voilà, silence oblige et honneur du vieux combattant.
Et donc BHL écrit à Malraux en disant « mais je serais très honoré de vous rencontrer parce que je compte répondre à votre appel et partir au Bangladesh ». Et il y en a un autre, alors un peu moins fameux que Bernard-Henri Lévy, qui est Jonquet, qui était un fou de guerre. Un fou de guerre, absolument. Qui détourne un avion, non? Oui, absolument. Oui. Qui détourne un avion. Et Malraux va au procès témoigner. Exactement. Oui. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, ma première rencontre, ma première poignée de main avec Malraux, c'est au tribunal de Versailles, devant le palais de justice, où il me dit, il n'y aura pas foule. Et voilà, il y a quelques photos d'ailleurs de lui avec moi ou de moi avec lui. Donc, bref, il va au procès de Jonquet, et finalement, donc à partir de août-septembre 71, il reçoit mais une flopée, mais un nombre inimaginable de lettres venant du monde entier, des ambassades, Indira Gandhi, et il commence à rédiger, ce dont vous parliez il y a un instant, une sorte de préparation à l'école de guerre. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et aussi tout un laïus sur les communications au Bengale oriental. Alors lui, il imagine ça exactement avec la BBC du temps de Gaulle en 40-44 dans la France occupée. Donc il imagine ça et il dit alors est-ce qu'il y a de bons postes émetteurs, il faudrait refaire la même chose ici Londres, enfin bref, il s'y croit totalement. Et après, il y a une phrase incroyable où il décrit l'école de guerre qu'il imagine à Dhaka qui serait formée à Calcutta. Et alors il dit, le général en chef serait le commandant, le général de Polytechnique, et le général en second, André Malraux, colonel dans la résistance, donc 2 points, général. Absolument incroyable. Et cette affaire dure combien de temps en fait? Donc ça dure de l'été 71? Ça dure de l'été 71, en décembre 71, puisque fin novembre, ou le 9 novembre, il reçoit Indira Gandhi. D'accord. Indira Gandhi le reçoit dans la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Paris, et c'est ce jour tout à fait pathétique où il dit cette femme et que son dentier tombe à moitié, enfin, et qu'il dit aux journalistes en sortant, ils me tueront pas au coin de la rue, vous pouvez faire confiance. Donc c'était un mélange de délire et en même temps pas si délire que ça. Donc, jusque fin novembre, il croit encore qu'il va partir, parce que la date prévue du départ était, je crois, le 15 décembre. Sauf que Indira Gandhi avait un tout autre plan, bien sûr. Évidemment. Elle a envoyé les chars Pikini, donc les chars indiens, pour libérer le Bangladesh dès le 5-6 décembre. Et le 15 décembre, le jour où Malraux devait partir, c'était la libération. Donc l'affaire était fort close. L'affaire était fort close, mais pas complètement. Parce qu'à ce moment-là, les Bangladais qui étaient dans leur état recouvré ont commencé à écrire à Malraux pour lui confier telle et telle mission, notamment un qui était un ministre du nouveau gouvernement qui voulait lui confier une mission pour venir sur place pour vérifier l'atrocité des crimes contre l'humanité qui s'étaient produits. Et surtout, le président Chaudhry, qui était un grand avocat bengalais, qui était en poste à Londres, et au moment où il revient au Bangladesh, Mujibur Rahman lui propose d'être le premier président de l'État. Et donc, le justice Chaudhry écrit en janvier-février 72 à Malraux pour l'inviter déjà à se rendre au Bangladesh en voyage officiel. Donc voilà, donc en 72, il reçoit un tas de lettres de tout le monde asiatique, enfin essentiellement l'Inde, le Bangladesh. Et son voyage en Inde, c'est l'année suivante alors? Non, oui, 73, absolument. Et il y a une autre chose tout à fait étonnante à laquelle il n'aurait jamais cru, c'est que la suite de sa longue lettre contre Nixon et contre les États-Unis, enfin contre la position américaine dans le Bangladesh, qui était du côté chinois. Alors aujourd'hui, ça ferait bien rire les Américains. La longue lettre qui était parue à la une du Figaro, donc en décembre 71, contre cette position américaine, a eu pour but de faire
finalement Nixon invite Malraux pour parler de la Chine. Pour parler de la Chine en février 72. Et il y a une formidable planche de caricature dans Pilote Absolument. de JG, de JG, oui. Où on voit, il y a 3 fois 3 cases, 9 cases, et la dernière case, Nixon a pris tous les tics de Malraux. Ouais, c'est absolument tordant. Voilà. Et il y avait le secrétaire d'État, dont le nom m'échappe pour l'instant, Kissinger, qui dit, après, qu'il fumait un peu, mais qu'il n'a dit aucune bêtise et que tout ce qu'il dit était censé. Donc, alors que c'était du même peau de vache, Kissinger, qui détestait Indira Gandhi, qui disait que c'était une vieille sorcière et que les Indiens c'était un peuple pas de sous-hommes, pas loin pour lui. Mais Nixon était très gaulliste, puisqu'il était très lié à la personne du général de Gaulle. Voilà. Donc je pense que s'il a invité Malraux, c'est pas par hasard. Il y a une anecdote que m'a rappelé un diplomate qui était au cabinet du général de Gaulle à l'Élysée. Donc Nixon passe à Paris alors qu'il n'est pas président. Donc il est sénateur, ou représentant, je ne sais pas, en tout cas d'opposition. Donc c'est dans les années Kennedy-Johnson, les années démocrates. Et donc il passe à Paris et il demande audience au général de Gaulle. Et donc le conseiller technique de l'Élysée demande au directeur Asie, pas au directeur Asie, au directeur Europe du Quai d'Orsay, qui était, je crois, l'ancien ambassadeur, grand ambassadeur de France, Hervé Alphand, aux États-Unis. Et Hervé Alphand déconseille à De Gaulle de perdre son temps à recevoir Nixon parce que c'est plus une personnalité d'avenir. Et De Gaulle, quand il voit cette annotation, dit non, je recevrai Richard Nixon. Et donc c'est une affaire extrêmement intéressante parce qu'en fait ils n'ont eu que quelques mois de recoupement parce que Nixon est élu en novembre 68, il rentre en fonction en janvier 69, De Gaulle part en avril, mais pendant cette brève période, il y a eu un renouveau de la relation franco-américaine, notamment de manière discrète, même secrète, sur le plan militaire et nucléaire. Donc je pense que si quelques années plus tard, Nixon invite Malraux, c'est aussi en souvenir de Gaulle. Mais c'est tout à fait sûr. Et comment, parce que vous avez publié un premier livre avec votre frère en 78, qui s'appelle Notre Malraux, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et comment vous avez été si jeune, fasciné par Malraux, comment vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé? Mais justement, grâce au Bangladesh. Voilà. BHL, lui, c'était la peine, on était un peu jeune, peut-être plus en pilote court, Pas loin. Oui, pas loin, et en 73, donc enfin, le voilà sur le terrain au Bangladesh, et la télévision, ce qui est aujourd'hui tout à fait inimaginable, envoie, grâce à un grand documentariste des années 70 qui s'appelait Philippe Alphen, oui. et qui avait été, je le dis parce que c'est important pour sa mémoire à lui et pour mon histoire à moi, il a été déporté comme résistant et juif dès 1942 à Auschwitz et il est resté 3 ans et demi, voire 4 ans, jusqu'aux marges de la mort à Auschwitz. Et en 1965, c'est lui qui fait le premier film documentaire français pour la télévision française pour les 20 ans de la libération d'Auschwitz, des camps. Et à aucun moment il fait sentir que lui a été parmi les déportés. Incroyable. Incroyable. Et il propose à quelqu'un qui s'appelait Philippe Chotard, qui avait fait créer ce magazine qui s'appelait Le Placard. Il lui propose donc en 1973 de faire un reportage de 3 semaines, enfin pas loin de 3 semaines, une vingtaine de jours, et de suivre Malraux sur tous ses déplacements, l'Inde, Bangladesh, mais aussi Népal, où Malraux avait été reçu par le roi, probablement le dernier ou l'avant-dernier roi du Népal. Et voici Philippe Alphen qui part avec un caméraman et une ou deux personnes. Et Paris Match, on voit aussi son photographe qui est Jackie Garofalo. Donc Malraux et Sophie, évidemment, sont entourés d'une équipe de presse et télévision. Alors aujourd'hui, pour quel écrivain allant à l'autre bout du monde, on peut imaginer. Voilà.
Donc, en 1973, le voyage se passe et il est reçu d'une manière tout à fait exceptionnelle et par Indira Gandhi et par Mujibur Rahman et le fameux président Chaudhry dont je parlais tout à l'heure, où il a été fait aussi docteur honoris causa par Chaudhry lui-même à l'université de Rajshahi. Et quelques mois passent, et en juillet 1973, la télévision française passe 2 heures consacrées à Malraux, qui s'appelait Spécial André Malraux, en 1 du Bangladesh, Bangladesh en 1 du désespoir à l'espoir, et 5000 ans de civilisation indienne. Et c'est visible sur l'INA, ça sur Absolument. Le site de l'INA, ouais. Ce sont des films que pratiquement personne n'a vus. Ouais. Parce que même Bernard-Henri Lévy... Plein cadre, hein, c'est ça. Plein cadre, et ça s'appelait Spécial Malraux. Ah, oui. Je donne d'ailleurs toutes les indications. Et donc c'est tout à fait sur le site de l'INA, et je crois que pour la modique somme d'1 euro, on peut même voir le film. Et donc, je ne connaissais absolument rien à Malraux, mais 30 secondes avant le début du film. Et j'ai été tout de suite emporté et par la diction et la parole de Philippe Alfeld, qui présente en disant devant l'indifférence du monde, qui assiste en spectateur au génocide de tout un peuple, une seule voix s'élève, et cette voix, et cette grande voix est celle d'André Malraux, qui à 70 ans n'accepte pas. Et après, il y a des images tout à fait bouleversantes, pathétiques, et à la hauteur de Malraux, de son voyage au Bangladesh. Donc il descend sur le tarmac d'un avion qui l'a amené de Calcutta, et il y a plein d'enfants, et le tapis rouge évidemment, il est reçu comme une sorte de président de la République sans fonction. Il s'approche d'un micro et il dit « J'embrasse le Bangladesh sur un seul visage, ne pouvant pas embrasser tout le monde, j'embrasse le Bangladesh sur un seul... » Oui. J'embrasse la pauvreté sur un seul visage. Et la diplomatie française dans tout ça, elle est quoi? Elle est sur le reculoir, elle le soutient, elle regarde de loin? Enfin, l'ambassadeur de France au Bangladesh, lui, le soutient, c'était, je crois, l'un des, comme dit Sophie, en rigolant, c'était probablement l'heure de gloire de toute sa carrière. Ouais. Parce que terminer sa carrière au Bangladesh en 1973, oui, mais c'est un nouvel État, donc c'est quand même un beau défi pour... C'était un monsieur qui s'appelait Millet, ouais, mais qui en a rajouté tellement que Sophie était très en colère contre lui, parce que chaque jour, donc Malraux est resté 3 jours et demi, mais il y avait 4 discours par jour, il faisait au moins 30-35 degrés. Ah oui, il avait rempli les journées. Oui, d'une manière, et même le soir encore, il emmerdait le pauvre Malraux qui était totalement épuisé. Mais donc, il a eu son bain d'honneur, de réception, et il a été vraiment... Et donc, vous l'avez rencontré pour la première fois quand, Malraux? Et donc, j'ai vu... Vous l'avez croisé donc à Versailles, mais là, vous lui avez serré la main. Oui, oui, parce que je lui avais écrit quelques temps avant. Ouais. Et donc, je lui ai serré la main en lui disant, je ne sais plus quoi, quelques mots. Et après, enfin, donc, on peut imaginer ça, mais enfin, on peut aussi mal imaginer ça. À partir de début 74, on commence, non, la toute première fois où on lui a vraiment parlé, d'ailleurs c'est intéressant pour vous, président de la Fondation de Gaulle, c'était une exposition de Gaulle qui était organisée par la mairie de Vincennes. Et j'étais arrivé ici, donc à l'époque à l'Institut, et la secrétaire me dit ah, « Quel dommage, vous avez manqué André Malraux, qui est parti à un quart d'heure. » Elle m'a vu tellement déconfit, elle me dit « Ah, mais je sors une invitation, allez le voir, il inaugure l'exposition de Vincennes Charles de Gaulle dans quelques semaines. » Et ça, c'est notre première rencontre avec lui. Après, c'est très long à expliquer, mais on est rentré en contact avec Sophie Dumorin. Et dès qu'on savait qu'il était quelque part, mon frère et moi, qu'il voyait en sortant de sa voiture, que ce soit RTL, la France Inter, à une exposition... Donc vous étiez des groupies. Absolument, voilà. On était des groupes. Et un jour, Sophie Dumorin lui a tout de même parlé de nous en disant vous pourriez les recevoir, ça leur ferait tellement plaisir. Et donc, il nous a reçus officiellement à trois reprises, et une fois à Verrières-Buisson, qui était le 1er avril 1975. Voilà. Très bien, écoutez, merci encore. Moi, je vous recommande vraiment de lire ce Malraux et le Bangladesh, de lire votre ouvrage Notre Malraux, qui doit être toujours disponible, j'imagine, sur les sites d'occasion. En tout cas, il faut lire ce témoignage.
Et puis le très beau livre de Sophie de Villemorin qui s'appelle Aimer encore, qui est un très très beau livre sur le dernier Malraux, dont nous parlons, donc de 70 à 76. Si vous me laissez encore une seconde, je vous rapporterai un mot de Dany Laferrière hier à propos de mon livre sur le Bangladesh. Il m'a dit: vous pouvez à tout moment remplacer le Bangladesh par n'importe quel autre lieu du monde, fût-ce Saint-Denis sur Seine. Il s'agit de la fièvre de Malraux à transmettre à la jeunesse. Malraux s'est levé pour le Bangladesh, je me lève pour Malraux. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Alors moi j'ai parlé il y a quelques années avec Dany Laferrière, que j'admire beaucoup, et dans le cours de la conversation, on a parlé de Malraux, et il m'a dit qu'il avait été en 75, il avait donc 22 ans, il était jeune journaliste à Port-au-Prince, et il a suivi le voyage de Malraux. Et il a été fasciné par le personnage. Il dit: ce type, c'est un chaman, parce qu'il a tout de suite compris les prêtres vaudous. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée l'année dernière de publier un article dans la Revue des Deux Mondes sur ce voyage, ce dernier voyage d'André Malraux, pour voir les peintres de Saint-Soleil en Haïti. Donc, il est resté 2 semaines, la dernière semaine de décembre 75, la première semaine de janvier 76, et il a fait un voyage absolument exceptionnel. D'ailleurs, en rentrant, il avait son dernier volume, L'Intemporel. Il a voulu rajouter un chapitre sur Haïti. Chez Gallimard, la fabrication, on lui dit: on ne peut pas rajouter un chapitre. Alors il a enlevé le chapitre sur Goya, parce qu'il avait déjà publié Saturne, et qu'il a remplacé par le chapitre sur les peintres haïtiens. Donc c'est une histoire incroyable. Et sur ce voyage de Malraux en Haïti, on a un très beau film de Jean-Marie Drault, qui est la dernière séquence de son musée imaginaire télévisé, et qui est aussi disponible sur le site de l'INA. Encore qui a même été d'ailleurs édité en DVD, aux éditions Montparnasse. Montparnasse, exactement. En tout cas, merci encore d'être venu à notre rencontre dans ces entretiens de Solferino. Et c'est émouvant de se trouver dans cette maison, puisque André Malraux a été le premier président de l'Institut Charles de Gaulle, de sa fondation en 71 jusqu'à la mort du grand écrivain en novembre 76. En tout cas, merci encore, et je vous recommande chaudement le livre de Michael de Saint-Chélan. Merci. Merci.